des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Binet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre club des éditorialistes des hauts et des bas. Alors aujourd'hui, l'Allemagne vient de tourner une page de son histoire. Donc on va en parler pendant une heure, effectivement, de savoir ce qu'elle sera l'Allemagne de demain et surtout l'Europe, parce que ça va nous concerner au premier chef. Alors pour en parler, je suis accompagné d'abord de Stéphane Ancel. Vous êtes enseignant et chercheur. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et également de Didier Maistot. Vous êtes journaliste, président de PDA TV et présentateur de Radio Maistot, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour un numéro exceptionnel, nouveau, comment on peut l'appeler ? Exceptionnel avec exceptionnel, au moins. Forcément. Bonsoir. Bonsoir Didier. Alors Allemagne, un nouvel élan pour l'Europe, c'est le titre que nous avons donné à l'émission de ce soir. 6 ans à la tête de l'Allemagne et puis s'en va. Ce 8 décembre 2021 signe la fin de l'ère Merkel. Elle laisse une Allemagne forte dans une Europe fragilisée. Olaf Scholz vient d'être élu chancelier avec 395 voix sur 736 députés du Bundestag. Il se veut être le nouvel homme fort de l'Allemagne et de l'Europe, mais pourra-t-il l'être en raison d'abord de sa coalition et probablement de la volonté des partenaires européens de rééquilibrer le rapport de force? Alors, au moment où la France s'apprête à prendre la tête du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois et dans un contexte de tension sanitaire, à quoi faut-il s'attendre de la part des Allemands? On en débat tout de suite et je me tourne vers vous, Stéphane Ancel. On va commencer par le bilan, si vous le voulez bien, d'Angela Merkel. 16 années à la tête de ce pays. Elle en a vu défiler des présidents français, ce qui démontre d'ailleurs la différence de style, j'allais dire constitutionnelle, la régularité et l'instabilité du système allemand par rapport au système français. Ça permet de s'inscrire dans la durée. Et on a vu d'ailleurs l'efficacité du modèle allemand. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut reconnaître son efficacité. Première question rapide, et après on aura l'occasion d'aller sur d'autres points plus précis. Vous retenez quoi de ce règne d'Angela Merkel ? Une extraordinaire stabilité qui, ici, effectivement, vue de France, inspire tantôt l'envie, tantôt la curiosité, qui parfois énerve. C'est un genre, c'est un style, Angela Merkel, dans une forme d'apaisement, mais en même temps un discours qui a toujours été assez carré, assez ferme. Et elle a traversé effectivement toutes les crises. Elle a vu 3 présidents, je crois, français, et cette capacité aussi à un moment de s'adapter à une situation européenne et mondiale qui se transformait notamment avec les crises migratoires et d'accueillir plus d'un million d'immigrés, et avec un discours, on y reviendra, extrêmement clair, encourageant, positif, et ce qu'on ne connaît pas en France. Alors, Didier Maistot, Angela Merkel, d'abord, elle a une particularité. C'est une femme de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, pardon, pour être plus précis. C'est entre guillemets aussi la fille spirituelle, si on peut la présenter ainsi, de Helmut Kohl. Et elle a, quelque part, encore plus qu'Helmut Kohl, pu caractériser la réunion de ces deux parties, de ces deux franges de l'Allemagne, de l'Europe de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest, j'en veux pour l'Europe de l'Ouest, et l'Allemagne de l'Est. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'on va retenir le plus d'elle. Oui, elle a incontestablement réussi cette fusion ou cette réunion. Revenir à la Grande Allemagne. Revenir à la Grande Allemagne. Rappelez-vous à l'époque ce qu'on disait en 1989. Ils n'arriveront jamais, c'est impossible. Bonne chance pour intégrer autant d'Allemands avec tant de disparités. Ça a été fait comme qu'il est. 1989, qui a vu la chute du mur de Berlin. Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une orthodoxie budgétaire, beaucoup de rigueur, beaucoup de pragmatisme chez cette femme aussi. Et aussi, Stéphane Ancel en parlait, à propos des migrants aussi, je dirais peut-être un humanisme aussi. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que sans doute, ça lui rappelait son passé d'Allemande de l'Est. Et donc, une espèce de déracinement, une espèce de recherche d'identité comme ça, de précarité aussi, de toute une partie de l'Allemagne qui était sous
sous le joug américain. Et bon, donc, pris en tenaille entre l'URSS et les États-Unis. Donc je pense que ça a joué. Et puis aussi quelqu'un il faut le dire, d'admirer. Elle a été acclamée debout par tout le Bundestag, par tous les Allemands, la classe politique, y compris ses adversaires. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ennemis dans son pays. Et puis ça, on peut être qu'admiratif en Allemagne, de l'Allemagne par rapport au côté apaisé de la politique, des coalitions quand c'est nécessaire. On voit cette coalition, on voit sûrement y aller dans le détail des 3 grandes composantes de la vie allemande, de la vie publique allemande, avec des programmes qui étaient parfois très, très aux antipodes, très lointains, mais ils arrivent toujours à faire corps pour défendre l'intérêt, disent-ils, de l'Allemagne et de l'Europe. Ville de France, on dit l'intérêt de l'Allemagne. Alors, je vais retenir le mot que vous avez utilisé de pragmatisme, parce que c'est effectivement un trait qu'on reconnaît souvent de l'Allemagne et de ses dirigeants, mais aussi du peuple allemand en l'occurrence. Alors, je rappelle juste, avant qu'on prolonge avec vous, Stéphane Ancel, dans un instant, que vous pouvez poser vos questions sur le fil Facebook de l'émission de PDA TV, des hauts et des bas. N'hésitez pas et j'essaye de les prendre en fonction du moment où ils arrivent pour pouvoir les retraduire vers nos éditorialistes. Alors, Stéphane Ancel, on se souvient qu'en 2015, Angela Merkel avait marqué pas mal l'Europe, son pays aussi, parce qu'elle avait voulu accueillir des réfugiés. Ce qui avait marqué d'ailleurs un tournant, parce qu'elle avait, n'oublions pas que c'est une conservatrice, et ça a marqué un tournant aussi dans la politique intérieure du pays, parce qu'elle a dû d'ailleurs, dans la continuité de cette décision qu'elle avait prise, faire face à des élections qui avaient été beaucoup plus difficiles pour elle. Il avait dit, je crois la citer à peu près dans le texte, il avait dit « on va y arriver ». Bon. Notoirement, les Allemands ne l'avaient pas vu comme ça pour les élections suivantes. Est-ce que c'est aussi quelque chose, parce que certains observateurs disent qu'on va retenir de son règne ce passage-là de 2015 et de l'accueil des réfugiés qui venaient de Syrie en l'occurrence? Oui, c'est un moment d'histoire. Alors évidemment, c'est toujours facile rétrospectivement, il y a plusieurs années d'écart de le juger, mais il y a une prise en considération du moment historique et d'être à la hauteur de ce moment-là. Et effectivement, je pense que son éducation luthérienne, tout le côté protestant qu'il y a derrière, forcément, comme vous le disiez, en fait une humaniste presque par nature. Et face à ce drame épouvantable et de migrants venant d'un pays en guerre, dévasté, etc., elle en a pris la mesure. Et cette formule, nous allons y arriver, donc en incluant finalement l'ensemble de l'Allemagne. Et il y a une identité allemande qui est particulièrement forte et assumée, alors qu'en France, c'est peut-être plus problématique quand on évoque ces questions d'identité. Eh bien, oui, elle a marqué un tournant. Elle a eu quand même... Alors, ça correspondait après, effectivement, à un moment de faiblesse politique, et c'était parallèlement l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en France, mais elle s'en est sortie à ce moment-là. Elle a réussi à absorber ces vagues migratoires, comme l'Allemagne de l'Ouest avait réussi à absorber l'Allemagne de l'Est, en y trouvant une force de travail, parce que ça fait quand même, face à une population qui était vieillissante et une population en stagnation, voire diminution, c'est aussi un apport, c'est pragmatique. Là, on retrouve ce pragmatisme-là. C'est-à-dire, économiquement, c'est pas non plus un suicide, et au contraire. Donc, mais c'est être à la hauteur de l'histoire à un moment donné. On ne peut pas faire autrement que de prendre nos responsabilités, et peut-être aussi derrière le passé allemand qui reste, qui ne passe pas, et qui s'inscrit aussi dans, je crois, chaque politique de dirigeants allemands. Alors, est-ce qu'on sait, messieurs, d'ailleurs, ce que va devenir Angela Merkel demain? Parce que là, ça s'arrête pour aujourd'hui, et pour elle, sa carrière, ces années, elle va avoir un bureau, je crois, près du Bundestag, justement. Oui. Elle va continuer alors à s'investir parce qu'elle a 63 ans pour dans la vie publique, mais sans responsabilité. Voilà, c'est ce que je sais pour l'instant. Donc, vous ne pensez pas qu'elle peut avoir une ambition au niveau européen, dans une grande instance internationale, comme certains toujours ont l'ambition de sortir par le haut? Je pense que c'est possible. Ou prendre sa retraite aussi, simplement. Bon, ça a toujours été une femme active. Je pense qu'elle continuera. Quand vous avez eu cette carrière, je sais pas, ça fait peut-être, je sais pas moi, 30 ans qu'elle fait de la politique, 16 ans en tant que chancelière, et que vous avez quand même réussi, parce que c'était un parcours brillantissime, Angela Merkel. Après, on peut être d'accord, pas d'accord avec sa politique,
sa doxa, son orthodoxie budgétaire, tout ce qu'on veut. Mais bon, il est clair que sur la scène internationale, c'est une voix qui pèse, c'est une voix qui compte. C'est quelqu'un qu'on prend au sérieux, c'est pas une aventurière. Donc oui, je pense qu'elle peut être appelée à de hautes fonctions de représentation ou à l'ONU, je sais pas moi. Je la vois mal plutôt, pas tellement dans une ONG, quoique, on ne sait pas. Mais c'est une voix qui compte sur la scène internationale, oui. Stéphane Ancel, vous la voyez quelque part, vous, après ces années à la tête de l'Allemagne? Et ce serait bien, en tout cas, qu'elle fasse bénéficier une instance ou une autre de son extraordinaire popularité sur la scène internationale, en plus de la scène allemande. C'est vrai que ça, c'est très, très impressionnant. C'est-à-dire qu'en France, les chefs d'État sont extrêmement populaires les 100 premiers jours et puis à leur mort. Entre les deux, ils chutent en général dans les sondages. Elle a été quasiment tout le temps, finalement, au sommet en termes de popularité. Et en Allemagne, me semble-t-il, on s'investit beaucoup pour les intérêts de la collectivité allemande et faire porter aussi la voix de l'Allemagne. Après, elle était chercheuse et a été scientifique, donc peut-être qu'elle reviendra aussi d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, voilà, sur la physique quantique, peut-être qu'elle aura quelque chose en lien avec la recherche. Enfin bon, tout est ouvert, mais c'est vrai qu'elle quitte quand même la politique. Vous ne la voyez pas disparaître, en tout cas. On n'espère pas. Et elle quitte la politique par le haut, donc il n'y a pas de scandale. On n'espère pas. Dans le même temps, on a vu que ses rapports avec les anciens présidents, quand ils étaient présidents en France, vous avez évoqué le fait qu'on avait croisé un certain nombre, on ne peut pas dire que les relations avec l'Allemagne, portées aussi par Angela Merkel, est toujours au beau fixe. On ne peut pas considérer que le couple franco-allemand se soit toujours bien tenu ou bien comporté, on est d'accord. Elle n'est pas forcément appréciée des Français, Angela Merkel. Il y a beaucoup d'incompréhension, mais parce que c'est deux cultures et deux systèmes différents. Donc quand on compare, et c'est vrai qu'on a cette tendance-là très naturelle à comparer des chiffres, à comparer des situations. Voilà ce qui se passe en Allemagne, comment ça se fait qu'on n'ait pas ce niveau-là en France, comment ça se fait qu'on n'arrive pas au même résultat en France, etc. C'est un régime parlementaire avec une histoire qui est tout à fait différente, avec un mode de décision qui est dans le consensus, avec un État fédéral aussi. Enfin, je veux dire, quasiment tout est différent du système français et je crois qu'effectivement, elle a été assez déçue par les précédents dirigeants français. Et je crois que c'est plutôt Emmanuel Macron qui a eu ses faveurs, considérant que le pragmatisme d'Emmanuel Macron et puis aussi je sais pas, peut-être son écoute et sa compréhension des problématiques allemandes, pouvait signifier un rapprochement. Didier Maistre, on a souvent dit d'Angela Merkel qu'elle n'avait pas fait tant de choses que cela en 16 années à la tête de l'État allemand, mais qu'elle avait bénéficié des réformes engagées par son prédécesseur qui était Gerhard Schröder. Ça a souvent été dit, et encore aujourd'hui, au moment du bilan, ça ressort encore. Vous le partagez, ce point de vue? Oui, c'est pas faux. Parce qu'il n'avait fait qu'un seul mandat, lui, en revanche. Oui, mais ça avait été un bon chancelier. En tout cas, il avait initié un certain nombre de réformes. Bon, on peut dire qu'elle a un peu péché sur le social et voilà, beaucoup attendaient toujours cette grande loi sociale en Allemagne. Et puis sur l'écologie aussi, voilà, c'est peut-être un peu ses points faibles. Mais en tout cas, pour l'allemand moyen, le niveau de vie, la compétitivité, garder le leadership en Europe, avoir un commerce extérieur florissant. Quand on le compare avec la France, on voit que c'est notre principal partenaire, mais c'est complètement déséquilibré. Vous avez une flèche comme ça et l'autre inversement proportionnelle. Donc c'est vrai que d'un point de vue français, c'est pas forcément très bien pour nous, mais d'un point de vue allemand, il n'y a rien à redire. Elle a défendu l'Allemagne. Et quant au couple franco-allemand, c'est un peu un mythe. Vous savez, dans un couple, on est toujours deux. Il y en a toujours un, paraît-il, qui aime plus que l'autre. Et celui qui se sent moins aimé dit toujours « mais tu sais comme je t'aime ». Et c'est un peu c'est pas simplement propre à Emmanuel Macron. Dès qu'un président français est élu, la première chose qu'il fait, c'est il parle du couple franco-allemand. Parce que, paradoxalement, on a aussi besoin de l'Allemagne dans cet attelage, parce que si l'Allemagne nous lâche, flanche, et puis comme on est pas mal dépensier, et là, voilà, c'est pour la première fois, en plus que je disais, elle est pragmatique, avec ce qui s'est passé
pour la pandémie, ils ont ouvert les vannes, y compris son successeur d'ailleurs, qui était favorable, alors qu'ils sont d'accord au moins sur ce point. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord en Allemagne, quelle que soit la formation politique. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Les lois sont très claires. Je crois que c'est 0,39%. On peut faire des dettes à hauteur de 0,39% du budget fédéral. Enfin, si vous dépassez d'un millième, c'est pas possible, quoi. C'est complètement dans les gènes, je dirais presque, des Allemands. Donc, elle a quand même réussi à faire ça. Donc, pragmatique sur l'immigration, pragmatique sur le travail, pragmatique sur les finances quand il a fallu le faire. Après, le bilan, il est plutôt en demi-teinte pour ce qui concerne l'environnement. Elle a changé d'avis sur le nucléaire sous la pression de l'opposition et sous la pression populaire aussi. Là, maintenant, sans doute, avec la nouvelle coalition, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Soit dit en passant, il y aura la question sanitaire aussi. On va en parler dans un instant. Moi, je voudrais vous faire réfléchir, messieurs, si vous le permettez, sur un parallèle sur lequel on s'engage un instant. C'est regarder une femme qui a été Premier ministre à un moment donné, c'est Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, dans les années 80, on s'en souvient tous, on l'a fait surnommer la Dame de Fer, une main de fer dans un gant de fer. En l'occurrence, elle a été désinhibée sur sa façon d'agir, les privatisations, etc. Est-ce que quelque part, Angela Merkel, c'est pas une Dame de Fer, une main de fer dans un gant de velours, parce qu'elle a un style un peu plus feutré, plus retenu, plus discret. C'est pas pour ça que la détermination n'était pas présente à chaque instant. Stéphane Ancel, vous en pensez? On n'est pas dans un style un peu proche? Là encore, alors, elle fait un peu froide derrière son regard bleu, mais le système a rien lâché quand même. Mais le système est quand même très très différent. Elle a rien lâché, sauf que tout est consensus en Allemagne. Non, mais je parle par exemple par rapport à des partenaires comme la France, comme l'Italie, comme tous ces partenaires européens. Elle a rien lâché quand même à chaque fois. On savait très bien que quand il fallait chercher de l'argent, c'est en Allemagne que le chéquier se situait, pas ailleurs, hein. Mais elle était soutenue par la nation, elle était soutenue entre les syndicats, entre les Länder, entre les partis d'opposition, le Parlement. Les décisions prennent du temps à se mettre en place et à se prendre plutôt en Allemagne, beaucoup plus qu'en France, qui est le régime présidentiel par excellence. Et donc là-dessus, elle pouvait quand même compter sur un formidable soutien et une popularité, alors que quand vous êtes un président qui a 20% dans les sondages, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'agir fortement, y compris sur la scène européenne et internationale. Et sur l'action ou inaction, faut rappeler quand même qu'elle a été confrontée à plusieurs grandes crises, c'est-à-dire les subprimes, puis et les conséquences de la crise des subprimes, le Covid, la vague aussi des attentats en Europe et dans le monde. Donc elle a géré finalement avec une stabilité. Elle a réussi à tenir cette stabilité. Ce qu'on pourrait prendre pour de l'inaction, finalement, c'est peut-être un effort encore plus important pour maintenir une stabilité. Didier Maistot, ce parallèle avec Margaret Thatcher, comme je le disais en lançant un peu cette question, c'était quelqu'un, Margaret Thatcher, pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas, mais c'était quelqu'un qui était très très ferme, qui était même une forme d'agressivité dans ses prises de parole, etc. Merkel est beaucoup plus feutrée, comme je le disais, mais dans le même temps, la détermination des deux femmes était très forte. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle ou il est hasardeux? Sur la fermeté, oui. Après, la situation de la Grande-Bretagne à l'époque où Margaret Thatcher prend le pouvoir et ce qu'elle en a fait, et de l'Allemagne contemporaine ces 16 dernières années n'est pas du tout la même. Donc les années Thatcher, c'était quelque part de sortir du travaillisme à l'anglaise, aller vers un libéralisme forcené. On se souvient qu'elle avait tenu contre toutes les grèves et qu'elle n'en avait rien à faire et qu'elle avait des mots très durs. Elle a martyrisé quand même un peu son peuple, hein. Les Anglais et les Britanniques n'ont pas un très bon souvenir de Madame Thatcher. Beaucoup s'en souviennent. C'était des années très difficiles, des années de plomb, des années dures. Alors après, on peut dire que ce mal était nécessaire pour transformer le pays. Et quand on voit aujourd'hui l'économie britannique, elle est florissante. Et d'ailleurs, avec le Brexit,
Là aussi, tous les faux prophètes nous avaient dit, vous allez voir, en 6 mois, c'est fini. Moi, je prends le pari que dans 3 ans, c'est la première économie européenne, la Grande-Bretagne. Vous allez voir ce que vous allez voir. Pour moi, c'est tellement évident, vu la financiarisation de la vie économique, vu que c'est la première bourse européenne, une des principales bourses mondiales. La City, ça sera toujours la City. Les gens vont revenir, ils vont faire des statuts fiscaux complètement adaptés pour les entreprises. Il va y avoir des disparités, on le voit en plus avec nos marins-pêcheurs, etc. Donc, ils vont bénéficier finalement de tous les avantages de l'Europe qu'ils ont torpillés de l'intérieur pendant 50 ans ou 40 ans, et en ayant tous les avantages d'être autonome et indépendant. Donc, oui, c'est un peu hasardeux, je trouve, comme comparaison, dans la mesure où il y avait une prospérité économique en Allemagne, qu'elle n'était pas détestée par la population, que le système même était très consensuel, et l'est toujours, et historiquement l'est toujours, avec les syndicats, beaucoup de négociations en amont, effectivement. Oui, les corps intermédiaires. C'est très long, des corps intermédiaires très forts, on négocie, et puis il y a une population très, très largement syndicalisée, c'est peut-être de 1 à 10 les chiffres par rapport à la France, ou à 30, je ne sais pas, puisque quand on regarde les chiffres réels, donc il y a cette culture on n'a pas tout à fait les mêmes idées, on n'est pas de la même catégorie sociale, mais ensemble, on va réfléchir pour avancer. Ce qui n'était pas du tout le cas de la Grande-Bretagne, c'était très conflictuel, et ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Stéphane Ancel, les Allemands, ils nous ont appris un truc aussi. C'est la culture d'une forme de cohabitation permanente. Ce qu'on a beaucoup de mal en France à intégrer. D'ailleurs, on a fait une réforme de la Constitution qui a permis de passer à un mandat présidentiel calqué avec le mandat du député, 5 ans dans les 2 cas. On a connu quelques cohabitations en France. On a vu ce qu'elles ont donné. C'était non pas du consensus, mais plutôt des bagarres intérieures. Alors que les Allemands, ils sont habitués à vivre dans ce modèle-là. C'est le pragmatisme à l'allemande ou c'est encore autre chose, cette façon d'opérer ? C'est un régime parlementaire et qui impose qu'il y ait une coalition finalement, parce que aucun dirigeant peut mener seul une politique, alors que ce qui a été voulu en France après-guerre par De Gaulle, c'est un régime présidentiel extrêmement fort. C'est la condition pour qu'il revienne, un régime très, très fort. Là aussi, il y a tout le poids du passé, un peu le mythe politique de l'homme fort en France, du sauveur, de l'incarnation. C'est beaucoup moins présent en Allemagne, et là aussi le poids du passé joue beaucoup. Donc on désincarne plutôt le pouvoir en Allemagne, alors qu'on essaye de l'incarner au maximum en France. Et la coalition, alors par contre, effectivement, on avait vu que les coalitions peuvent prendre des mois pour se mettre en place et pour se trouver. Ça peut entraîner une instabilité politique, ou un flottement politique. Cela dit, en France, la stabilité qui vient des urnes et après les élections présidentielles fait place, au bout de 100 jours, à déjà les premières grèves nationales et les premières grandes fractures internes, et on le verra probablement au prochain mandat. Donc il n'y a pas tellement là-dessus. C'est le point clé, je trouve, quand on compare les deux peuples et les deux États, les systèmes constitutionnels. Dans un cas, la France, c'est un régime présidentiel, on attend tout du président, mais c'est aussi issu de la monarchie. On attend l'homme providentiel, quoi qu'il en soit. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut dire non, c'est pas vrai. L'élection présidentielle, en fait, on ne parle que d'élection présidentielle en France, que de ça, et tout le temps, et de façon permanente. En Allemagne, le chef est perçu différemment. Le chef, c'est un peu le centre de l'union. C'est la personne qui va être capable de faire appliquer des coalitions, qui va être capable de faire appliquer ce qui est bon pour le pays, ce qui a été... Voilà. Et donc, la popularité d'un chef en Allemagne, c'est la personne qui aura été le garant d'une action collective réussie. Alors qu'en France, il faut qu'il ait des qualités, quoi. Il faut qu'il ait des qualités intrinsèques et personnelles au sens vraiment littéral du terme. On parle de charisme, on parle de... Et est-ce qu'il est présidentiable ou pas? Est-ce qu'il a la carrure? Vous n'avez pas du tout ça en Allemagne. Hein. Et puis ils sont capables d'éliminer
d'oublier même des parcours un peu difficiles, chaotiques parfois, comme son successeur, hein, qui vient quand même de l'extrême gauche et qui était très marxiste, qui a été aussi parfois contesté très durement dans le pays. Mais bon, voilà, ils se mettent d'accord. Il y a eu une coalition. Et bien, tout le monde se remet en rang. Et puis, on va faire en sorte que cette coalition fonctionne. Même si c'est pas toujours vrai hein, dans un quotidien, on va le voir tout à l'heure. On va le voir. Parce qu'il y a une nouvelle coalition qui va se mettre... Elle est un peu inédite quand même. Elle est un peu inédite. Se met en place. Est-ce que vous êtes d'accord également pour dire que l'un des grands succès de l'Allemagne, mais qui ne date pas d'Angela Merkel, mais c'est aussi ce qu'est devenu l'Allemagne aujourd'hui, c'est sa régionalisation, cette capacité d'avoir créé des landes forts avec des autonomies financières, politiques, ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire nous en France. Hein. On voit bien que les pouvoirs sont concentrés, qu'on vit sur une toute petite partie du territoire, que les pouvoirs économiques sont principalement en Île-de-France, même les grandes entreprises, etc. On n'a pas réussi, nous, à aérer ce pays sur beaucoup de sujets. C'est plutôt la réussite de l'Allemagne. Stéphane Ancel, vous avez un point de vue, un accord, un désaccord sur le sujet ? Non, mais l'histoire, effectivement, là aussi, est décisive. Je veux dire, c'est depuis... probablement la fin du Moyen-Âge où il y a une centralisation en France. Donc la tentative de décentralisation qui était louable à partir des années 1980 a ses limites, effectivement. Et puis le système, donc c'est comme on l'appelle le système jacobin, de centralisation. On a peur aussi, on a peur de la province, on a peur de ce qui n'est pas à Paris, on a peur des réactions aussi de la province. Donc je crois que beaucoup de choses sont faites presque inconsciemment aussi pour limiter peut-être la capacité même de nuisance de ce qui pourrait être des contre-pouvoirs en dehors de Paris. Donc on accorde des autonomies et en même temps on lutte contre le régionalisme, on essaye de maintenir quand même une certaine cohésion et donc, j'allais dire, en France, de verticalité. Mais l'histoire allemande, c'est une histoire qui est éclatée, même s'il y a eu évidemment l'Empire, mais justement dans l'Empire, il y avait des provinces qui étaient autonomes et qui se géraient. Donc c'est la suite, c'est la continuité, en fait, de cette histoire-là, dans les deux cas. Didier Maistre, cette autonomie allemande, ces landes, ces régions par rapport à la France, c'est frappant la comparaison quand même. Bien sûr, d'abord, elle se traduit de façon politique et administrative, mais il y a aussi des raisons profondément historiques d'unité du peuple. Quand vous regardez l'histoire de France, en fait, le comté de Nice, la Savoie, c'est l'Italie. Toute une partie des Pyrénées, alors c'est l'Espagne et le Pays Basque. Vous avez la Flandre, la Bretagne, qui est un bout d'Angleterre. Vous voyez, il y a beaucoup d'identités en France. La Corse, les territoires d'outre-mer, l'Alsace, la Provence même. Vous voyez, donc chaque fois que vous regardez un petit peu une carte de France, c'est constitué d'entités régionales, de peuples très différents qui ont encore la conscience d'eux-mêmes, même si les langues ne sont plus pratiquées ou très peu pratiquées. Et donc il y a toujours une méfiance un peu inscrite dans tout homme politique français, de la peur de la fronde des Bretons, des demandes d'indépendance, d'où la méfiance sur la régionalisation, sur les langues régionales. Et en Allemagne, il n'y a pas du tout ça, quoi. Il y a d'abord, c'est un territoire qui n'est pas fait de la même façon. Il y a peut-être un sentiment de peuple, une unité du peuple, avec tout ce que ça comporte et aussi ses excès, on les connaît dans l'histoire du XXe siècle. Donc voilà un peu ces explications, me semble-t-il. Hein. Et donc le côté jacobin français s'explique aussi par cette volonté toujours d'unifier le pays, parce qu'on sait que le pays a la tentation, même aujourd'hui, de l'autonomie. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, regardez ce qui se passe dans les territoires, les départements d'outre-mer. Cette volonté d'autonomie, elle est toujours là, moi, me semble-t-il. Et d'où aussi les frondes à Paris, les types à Paris, ceux qui nous gouvernent. Il y a aussi, il faut entendre ça
Vous regardez 1640, l'Académie, la langue française, c'est pas bon, bien sûr, c'est multiséculaire, mais ça va pas chercher très loin. Je disais 1860, le rattachement de Nice à la France. Quand vous êtes à Nice, ils sont niçois, les gens. Hein. Vous êtes à Marseille, ils sont marseillais. Et Nice, quand vous regardez l'architecture, les modes de vie, c'est un bout d'Italie quand même. Donc, si vous poussez un peu dans ce sens, il y a toujours la peur des dirigeants. Ah, ben on va perdre notre territoire, on va perdre notre unité, voilà. Alors, juste avant de parler du présent et de l'avenir, dans quelques minutes, parlons quand même un peu du modèle et de l'état d'esprit allemand. Pourquoi ? Parce que on a, Didier, vous en souvenez, dans une précédente émission, eu avec nous Bernard Darniche, qui présente sur d'ailleurs notre chaîne une émission qui s'appelle Dérapage incontrôlé, qui parle de la mobilité. Je le salue s'il nous regarde actuellement. Bernard, il disait par rapport, par exemple, à la circulation sur les autoroutes, sur un certain nombre de sujets de mobilité en Allemagne, qu'il n'y avait pas autant d'interdits qu'en France, et ça marchait très très bien. Et en France, on met des interdits partout, et ça marche pas forcément bien en plus. Oui, mais bon, ça, je vais pas aller. C'est la culture allemande. Pour une fois, je vais être défenseur De quoi ? des gens qui nous dirigent. Si vous voulez, messieurs, un scoop. Un scoop, Didier pour une fois, non, mais il faut être. Prend la défense des dirigeants français, quels qu'ils soient. Si dans un pays latin, vous mettez pas quelques règles un peu draconiennes, ça devient le bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est vrai que les Allemands, ils respectent, en Allemagne en tout cas, le code de la route. On peut rouler, il y a quelques portions d'autoroute, c'est pas toutes les autoroutes, vous pouvez rouler à 300 à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais si vous roulez ailleurs à 110, ils roulent à 110, quoi. Si vous faites ça allemande. Voilà, non, mais si vous faites ça en France, vous pouvez rouler à 300 sur l'autoroute, immédiatement, tout le monde va se mettre à 300, même sur les portions à 110, vous voyez. Donc ça, c'est ce qui fait aussi notre charme. Donc on n'a pas d'orthodoxie budgétaire. Vous allez en Italie, en Espagne, c'est un peu la même chose. C'est aussi, pardon, c'est pour vous taquiner un peu, mais ça fait pas que du charme non plus. Ça fait aussi limite du système, non, dans certains cas de figure. Ça fait un peu oui, mais bon, tant que... Si vous voulez, qui va payer la dette ? C'est la seule question. Tant qu'on ne paye pas la dette, on peut se permettre une certaine latinité. Mais même dans un mode, dans un quotidien, je reprends ce que disait Bernard Darniche ici, sur le fait qu'il y a des règles, elles sont respectées. Rien que sur la mobilité, c'est un bon exemple. Nous, ce qu'on a fait, c'est on met du 30 km/h dans certaines villes, ou pour ne pas dire dans toutes. On réduit la vitesse sur le périphérique, on réduit sur l'autoroute. On nous propose même, il y a des candidats qui proposent même de réduire à 110 km/h sur l'autoroute. Alors, j'ai donné un bon point, je vais en donner... on va vous retrouver là. Non, mais en France, ça change aussi tout le temps. Et en Allemagne, ça change jamais. Ouais. Si vous voulez, regardez, alors prenons le code de la route, 80, 90, c'est juste un jeu de piste aujourd'hui. Moi, j'habite à 170 km dans le Perche. Il y a, sur la N12, j'invite tout le monde, tous les 100 mètres, ça change. 70, 50, 80. Vous savez même également Bernard Darniche. Regarde, il y a 5... radar automatique. Donc moi je me mets toujours à 70 maintenant parce qu'il y en a un à 80, un à 90, l'autre à 70, un à 50. C'est pas indiqué, c'est indiqué généralement après. Donc vous passez votre temps à regarder les panneaux. Alors je suis à 50. C'est juste c'est un pays fou du point de vue de la réglementation. Alors justement, ce sont des dingues. Et avec tout ce qu'on a empilé en termes, là on s'éloigne un peu du sujet, mais en Allemagne c'est simple, il y a un État fédéral et des Länder qui sont très puissantes, avec un PIB, vous allez dans le Bade-Württemberg, etc. Si vous prenez l'Île-de-France en comparaison, c'est 100, avec une base 100, là-bas c'est 130. Pour vous dire, ils sont quand même beaucoup plus riches que nous. Mais les règles sont claires. Aujourd'hui, en France, entre les communautés de communes, les départements, alors si vous rajoutez l'Europe, le conseil, les régions. Non, je t'ai plus, Didier Maistre. Non, mais c'est insupportable. Stéphane Les métropoles. Je me tourne vers vous. Le modèle allemand par rapport au modèle français, sur l'exemple que je viens d'évoquer, celui de la mobilité, c'est a priori un modèle qui fonctionne un peu mieux en Allemagne parce qu'il laisse malgré tout quand même beaucoup plus de liberté aux concitoyens, objectivement, malgré le côté latin que revendique Didier Maisto. Ce qui est drôle, c'est qu'en France, on se plaint de ne pas avoir assez de liberté et qu'on est dans un régime liberticide. Certains le disent. Et justement, vous parliez de la N12, moi je parlais de la A4. Je passe sous un pont et où il y a marqué à la peinture blanche gigantesque « dictature ». Donc je suppose que ce n'est pas pour dénoncer la dictature chinoise ou qatari. Donc il y a des gens quand même qui estiment qu'en France, c'est la dictature
en dépit de quand même cette... alors, il y a des réglementations, mais en fait, je pense que il y a la latinité. Alors oui, latinité, le fait de se dire, à partir du moment où on voit un panneau 90, de se dire, bon... 90, ça veut dire que s'il y a personne et que s'il y a pas de radar, de toute façon, je peux aller au-delà. Il y a aussi ce jeu permanent avec quand même les règles, avec les normes. Ce qui n'a pas toujours été le cas parce que bon, sans l'avoir connu, mais je veux dire la France général de Gaulle, pour pas paraphraser OSS 117, mais la France général de Gaulle, dirigée par donc un général qui possédait tous les médias, était pas particulièrement drôle, ça filait assez droit et mai 68 a été aussi ce mouvement pour un peu respirer et faire bouger aussi quelque chose de particulièrement qu'on considère comme particulièrement rigide. Donc il y a pu avoir des inflexions au cours de l'histoire française. Alors vous parlez de respiration, je vais proposer, mesdames, messieurs, d'en faire une pendant l'espace d'un petit instant. On se retrouve sur la suite. Quelle sera cette Allemagne demain avec le nouveau chancelier qui vient évidemment de prendre ses fonctions? On se retrouve dans un instant. Retrouvons-nous bientôt dans l'émission The Place to Be, La Fabrique des Intelligences sur pdatv.fr. On se retrouve pour la deuxième partie avec Stéphane Ancel, enseignant et chercheur, et Didier Maistot, journaliste, président de PDA TV, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour son émission Radio Maistot. Alors, ça y est, donc effectivement, on a commencé à évoquer le bilan d'Angela Merkel, mais on va regarder le présent et surtout l'avenir. Un nouveau chancelier vient de prendre les rênes de ce pays central en Europe. Il s'appelle Olaf Scholz. Il a 63 ans. Il est élu pour 4 ans. C'est l'ancien maire de Hambourg. Et le président Steinmeier lui a donné son acte de nomination cet après-midi. Et il a déclaré « Je veux que les années 2020 soient celles d'un nouveau départ ». Alors, est-ce que Olaf Scholz va être l'incarnation d'un nouveau départ ? On peut quand même préciser que même si c'est une coalition qui est à la tête de l'Allemagne, il ne vient pas du parti d'Angela Merkel. Donc il va y avoir un changement au-delà du style, même si on dit qu'il mime un peu la gestuelle, le comportement, l'attitude, les postures d'Angela Merkel, mais il va y avoir quand même un changement de style politique. Didier Maistot, Olaf Scholz. Je ne crois pas que ce sera faut s'y attendre l'enjeu majeur de cette élection. Je pense qu'il y aura une grande continuité. D'abord, ils sont assez d'accord sur tout. Je crois plus à une opposition entre le côté écologiste, avec les deux qui ont été nommés d'ailleurs. Je ne sais plus quel magazine allemand titré sur le duel. Vous aviez d'un côté l'écologiste et de l'autre la rigueur budgétaire. Donc ça va être soit l'argent, soit l'écologie. Et il y a beaucoup d'observateurs en Allemagne qui disent il y aura dans ce duel un mort, parce que ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc que va-t-il se passer ? Vous avez vu qu'elle avait signé finalement, Angela Merkel, la fin du nucléaire pour fin 2022, si je me souviens bien, après avoir été complètement favorable. Elle avait été contrainte de le faire. Hein. Donc que va-t-il se passer ? Est-ce que les Verts, qui sont quand même très puissants en Allemagne, vont enfin pouvoir mener une politique, notamment en matière d'énergie, avec cette sortie définitive du nucléaire, avec le défi du charbon quand même, qui pollue. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée, comme solution alternative ? Est-ce qu'ils vont être un moteur pour l'Europe ? Est-ce qu'ils vont réussir à développer, par de la recherche et du développement, des énergies nouvelles et en faire un modèle ? Moi, je pense que c'est ça l'enjeu. Quel argent vont-ils mettre là-dessus ? Et est-ce que est-ce qu'ils vont être capables de mettre la puissance de leur économie au service d'une économie plus verte ? Voilà. À mon avis, c'est vraiment ça l'enjeu, plus que des différences. Didier Maistot, vous dites que globalement, il n'y a pas de grosses différences. D'ailleurs, un sondage sorti par RTL, nos confrères de RTL, vous donne raison d'ailleurs, parce que 19% des Allemands pensent qu'il ne fera pas mieux qu'Angela Merkel. Donc, quelque part, ils ne voient pas de grosses différences entre les deux incarnations, les deux politiques. C'est avant tout, quelle que soit la couleur politique, c'est la politique de l'Allemagne. Hein. C'est présenté d'ailleurs beaucoup comme ça. Vous partagez ce point de vue des Allemands ?
Stéphane Ancel ? Oui, parce que sortir d'un règne, on peut l'appeler ça comme ça, de 16 années, et avec cette popularité qui n'a jamais été aussi forte d'Angela Merkel, c'est pas évident. Et il y a pas de raison, ça serait assez suicidaire de dire qu'on va être en rupture par rapport à cette politique-là et donc à cette popularité qu'Angela Merkel a encore. Donc probablement une continuité avec des défis. Alors oui, l'écologie, l'Allemagne a été marquée par les crises nucléaires, c'est-à-dire Tchernobyl, parce que le nuage s'est pas arrêté chez eux. Ils s'en sont bien pris. La panique après Fukushima et en se disant que il fallait absolument en fait changer de politique. Les questions, vous l'évoquiez, les questions budgétaires de l'après-Covid aussi, c'est que est-ce qu'on ferme les vannes ou on continue un peu dans ces dépenses, et puis les questions aussi internationales, parce que il y a le voisin russe, comment traiter avec Poutine, le voisin et partenaire, enfin voisin, mondialisation c'est un grand village, mais donc le partenaire chinois aussi, et quelle attitude adopter. Qui est un partenaire énorme pour l'Allemagne. Qui est énorme et qui le deviendra encore davantage. Donc il y a eu jusqu'à présent quand même un discours qui était assez ferme sur les droits de l'homme. Est-ce qu'ils pourront continuer à le faire avec les enjeux derrière économiques? Donc voilà, ça c'est les défis en fait qui s'imposeront à l'Allemagne. Alors il y a un truc qui est assez intéressant quand même, c'est que le nouveau chancelier, qui a été ministre de l'économie d'ailleurs, d'Angela Merkel, il faut que tout le monde s'en souvienne, est plus dans la continuité de ce qu'était Gerhard Schröder, puisqu'ils viennent du même parti. Il pourrait être le réformateur qu'a été Gerhard Schröder et faire peut-être que le mandat d'Angela Merkel, même s'il a duré longtemps, soit une parenthèse dans l'histoire de l'Allemagne. Il pourrait reprendre, puisqu'on a dit tout à l'heure quand même qu'elle avait bénéficié des réformes de Schröder. On n'a pas l'assentiment qu'il ait envie d'aller là-dessus, objectivement, dit Maisto. Non, moi je crois qu'il a vraiment envie. Bon, son enjeu à lui, il est économique. Quand c'est un peu le sens de sa formule, il veut à tout prix que l'Allemagne garde le leadership et je dirais même l'augmente son leadership sur l'Europe et soit un partenaire dans ce monde quand même multipolaire un peu compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des partenariats très forts avec la Chine et ils ont su, à notre différence, bien jongler avec ça. C'est vrai que quand vous regardez dans l'histoire et même ces dernières années, en matière de droits de l'homme, elle ne s'est jamais mouchée du coude, si j'ose dire. Angela Merkel, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Nous, on le dit, en France, on dit, je vais lui parler au Premier ministre chinois, je vais lui dire ce que nous, le pays des droits de l'homme. Et puis, en fait, vous lui avez parlé, Monsieur le Président? Ah oui, ils se sont vus à part. Ils ont parlé. En Libye, on rappelle les droits de l'homme. En Syrie, en fait, on rappelle rien du tout. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait aussi? On leur vend des armes. Eux, c'est un peu différent, avec les histoires d'énergie, de gazoducs, la proximité de la Russie, de l'Ukraine. Bon, il y a toute une géopolitique régionale qui est fondamentalement différente. Et l'Allemagne a fait machine arrière aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur un certain nombre de sujets concernant l'énergie, l'approvisionnement d'énergie, et a toujours réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Et nous, alors on n'a pas ces enjeux-là, je dirais, en matière notamment d'énergie ou de rapport à la Russie. On a un rapport complètement différent à la Russie, complètement différent à la Chine, parce que finalement, aussi, si politiquement on bombe le torse, alors que l'Europe politique n'existe pas, économiquement, c'est quand même l'Allemagne qui décide. Quand l'Allemagne parle avec la Chine, c'est pas tout à fait la même chose que quand la France parle avec la Chine. Stéphane Ancel, la première visite du nouveau chancelier sera pour Emmanuel Macron, pour nous la France, vendredi. Il va se rendre à Paris et ensuite il ira à Bruxelles. Bon, c'est un peu le passage obligé, ils le font tous. On sait qu'Éric Zemmour, s'il était élu, je l'ai entendu chez nos confrères de RMC, ne ferait pas sa première visite. Il n'a pas dit où, mais en tout cas, il dit qu'il n'irait pas à Berlin. Donc, a priori, il vient vendredi rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce une bonne chose d'ailleurs, cette similitude, chaque fois qu'il y en a un, de part et d'autre du Rhin qui est nommé, qui aille se rendre chez l'autre? Est-ce que ce n'est pas d'autres pays qui se sentent un peu négligés aussi au passage?
on est dans les symboles et puis le trauma d'après-guerre. L'Europe se reconstruit à partir de la France et d'Allemagne et de ce fameux couple très très fantasmé aujourd'hui. On le sait bien, vous l'avez rappelé. Donc visite symbolique. Est-ce que ça pourrait être... Oui, il pourrait y avoir d'autres symboles et peut-être d'autres gestes à faire. Peut-être aussi avec l'Europe de l'Est. Une ouverture peut-être à ces autres pays. Maintenant, c'est quand même un moteur, le moteur franco-allemand, d'autant plus que le Royaume-Uni a déserté l'Union européenne. Donc moi, ça me semble intéressant, quoi qu'il en soit, et surtout dans ce contexte économique un peu compliqué de l'après, enfin des suites du Covid et de la sortie un peu compliquée de cette crise. Ça, c'est important, le Covid, dans la période qui vient. On va en parler dans un instant, mais restons un petit peu sur le couple franco-allemand et sur la compatibilité, parce que c'est une question également qui nous a été posée sur notre fil Facebook de l'émission, la compatibilité qui existe ou pas. D'ailleurs, on va vous demander d'y réagir, puisque c'est la question que nos téléspectateurs vous posent ce soir sur Emmanuel Macron et ce nouveau chancelier. Est-ce qu'il y a compatibilité de personnalité? On va très prochainement, d'ailleurs, la vérifier, au-delà de vendredi, puisque nous allons prendre la tête de l'Europe pour 6 mois sur la fin du mandat d'Emmanuel Macron. On va avoir l'occasion de voir comment ça se passe, la compatibilité, justement. Bon. Alors déjà, on peut, sans trop se tromper, je pense, dire qu'il ne va pas bisouiller le nouveau chancelier, qui est un homme extrêmement rigide. Tous les observateurs le disent. Il a 63 ans, il rigole pas beaucoup, on le touche pas beaucoup. Il arrive un petit peu à se détendre ces derniers temps. Il a eu des conseillers qui ont dit il faut un peu sourire, il faut un peu prendre sur vous. Donc il va pas bisouiller comme il faisait avec Angela Merkel, même si parfois ça pouvait un peu la déranger. Bon, finalement, elle trouvait ça assez drôle. Les Allemands, ils nous regardent un peu de façon un peu étrange. Est-ce qu'au niveau politique, au-delà de la fin, il y a des points d'accord entre les deux? Au niveau politique, ils sont tout à fait du même bord. À mon sens, il va y avoir un enjeu crucial et ils vont être complètement d'accord. D'abord, la France, via Emmanuel Macron, va prendre la présidence de l'Union européenne pour un semestre. Il y a les élections, l'élection présidentielle en France. Il y a la gestion du Covid et le nouveau chancelier a fait savoir qu'il était quand même très rigide aussi de ce point de vue sur la vaccination obligatoire. Il y est favorable. Voilà, où Angela Merkel comptait plus sur le peuple allemand, plus dans la pédagogie, expliquer, etc. Donc là, oui, on parlait de dictature tout à l'heure. Beaucoup de Français souffrent quand même des mesures coercitives. Etc. Là, je pense qu'on est au début d'un processus, obligation vaccinale, avec Ursula von der Leyen qui est à fond là-dessus, parce qu'aussi elle est, par sa famille, liée à un certain nombre de laboratoires, notamment de thérapie génique, avec le baron von der Leyen, qui investit beaucoup là-dedans. Bon, et dont un de leurs fistons était un des patrons de McKinsey. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a une doxa aussi en termes politiques, la vaccination de masse, le pass sanitaire, le pass vaccinal. Je pense qu'on ne va pas couper à l'obligation vaccinale, puisque l'Europe a mis ça sur la table. Maintenant, ça y est, c'est même le titre d'un journal du soir, version papier aujourd'hui. La question européenne, obligation vaccinale, la question est sur la table de l'Europe, qui a un titre comme ça à peu près. Donc voilà les enjeux. Alors, tout en sachant, à très court terme. Donc, Didier Maistre, ça va être très compatible. Je vous prends tous les deux à témoin que l'objectif de ce nouveau gouvernement allemand, c'est de mettre à l'honneur le climat et la politique étrangère. Ils ont été élus là-dessus, et que la coalition à laquelle se retrouve le chancelier Scholz et les Verts, le SPD, donc le Parti social-démocrate, bon, un peu tout le monde en fait, parce que comme toujours, effectivement, vous l'avez évoqué Didier Maistre tout à l'heure, Christian Lindner, le FDP, le nouveau ministre de l'économie, qui veut un retour réel à la rigueur, considérant que Angela Merkel n'avait peut-être pas une politique assez rigoureuse au niveau économique. Je vous livre un peu les sujets en vrac. Libéralisation également de la vente de cannabis, baisse à 16 ans de la majorité électorale, tout en sachant qu'il a été élu sur un programme qui n'avait pas été
étudié au niveau économique, c'est-à-dire qu'il n'est pas financé, il n'a pas été estimé là-dessus, donc il n'a pas été chiffré. Stéphane Ancel, est-ce que c'est sérieux? Alors là, ça nous surprend un peu des Allemands, parce que franchement, les Allemands, nous, on a l'image ici. Allez, je vais aller du côté de Didier Maistre, le côté latin. Nous, on ne sait pas chiffrer, mais eux, ils savent chiffrer. On a bien remarqué. Eh bien, il se fait élire sur un truc pas chiffré. Alors, il faut encore qu'il trouve la coalition et qu'il monte cette coalition. Que ça, oui, mais ça va mettre encore du temps peut-être pour activer cette politique-là, avec à l'intérieur donc peut-être des divergences de points de vue. Alors, les Verts ne sont pas tout à fait contents de certains portefeuilles qui leur ont été attribués. Ils en auraient voulu plus. Logique. Bon. Logique. Mais en tant que ministre des Finances, je pense qu'il est là-dessus très au fait et très carré. Je ne crois pas que ça soit laissé totalement au hasard. Après, il me semble aussi que la situation, et notamment donc liée au Covid, n'a cessé d'évoluer. Et donc, ce n'est pas forcément évident. Si on prend le cas français, le discours d'il y a 3 mois, 6 mois et 1 an, et à chaque fois complètement différent, s'adaptant comme on le peut à la situation. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est pris en compte en Allemagne. Et il me semble que ça ne sera pas une rupture de politique par rapport à Merkel. Je ne pense pas qu'il puisse... Alors, il y a des petites choses quand même. Oui. Bon, alors des petites choses, on peut dire que c'est anecdotique. La baisse à 16 ans de la majorité électorale, la libéralisation de la vente de cannabis, une sortie accélérée du charbon, je ne l'avais pas encore évoqué, dès 2030, et confier 80% de la production d'électricité aux énergies renouvelables. Oui, mais ça, tous les derniers points que vous venez d'évoquer, ça, c'est vraiment les points que défendent les Verts. Et donc ça, c'est finalement... oui, de toute façon, c'est dans la mallette électorale. Oui, mais de toute façon, c'est pas... la libération de cannabis, qu'est-ce que ça va changer au niveau du pays? Ça ne va rien changer. Ce sont des blocages psychologiques. De toute façon, nous, on a toujours fait le contraire. On est le pays le plus dur au niveau de la législation du point de vue du cannabis, et on est le pays où on consomme le plus et où il y a le plus de trafic. Donc, on est le pays le plus dur pour les migrants. On avait dit en Allemagne aussi, les migrants, ça va être horrible. Toutes les femmes vont... Rappelez-vous ce qu'on disait. Toutes les femmes vont être violées. Il y avait eu cette fameuse nuit éméchée. Là. Voilà, ça va être ça tout le temps. Elle va sauter, Angela Merkel. C'est horrible. Ils ont absorbé tout le monde. Il n'y a plus d'attentats. Attention. C'est un pays... oui, attendez. Non, je ne dis pas que tout est magnifique. Non, parce qu'attendez, d'abord, elle a subi quand même un revers dans les urnes avec cette histoire. Un petit peu, oui. Oui, non, il faut le dire. Et il y a eu, pardon de le dire, il faut quand même avoir l'histoire jusqu'au bout, il y a eu quand même des faits divers où des migrants ont été concernés. Il faut juste pour remettre les choses en perspective. Et vous avez 1 million de gens qui arrivent comme ça. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Mais ça s'est fait quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est aussi la capacité, au-delà des programmes, de se projeter dans quelque chose de positif en tant que peuple et que nation. Et c'est ça que nous, on n'arrive plus à faire. Les Allemands, ils ont un projet. Que ce soit Merkel, que ce soit Scholz, que ce soit Schröder, que ce soit Schmitt ou Kohl, ils avaient un projet. Et ce projet, c'est toujours le même. C'est une Allemagne forte, dans une Europe forte, dirigée par l'Allemagne. Ils ont tous, tout le temps, avec leurs différences, leurs échecs, leurs réussites, coché toutes les cases. Le contrat est rempli. Nous, on n'a plus de projet. C'est pour ça qu'on se cherche toujours des boucs émissaires. Les étrangers, l'islam. Aussi, ils ont des problèmes. Ils ont des Turcs, ils ont pas loin de leurs frontières aussi des problèmes. Bon, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Et finalement, par une approche moins, même si l'extrême droite est très forte en Allemagne et qu'elle a un petit peu baissé ces derniers temps, mais il y a quand même parti néo-nazi, il y a quand même une recrudescence aussi quand même de ces phénomènes qui ne sont pas tellement anecdotiques, qu'il faut souligner. Mais globalement, c'est un peuple qui, à travers ses dirigeants, arrive à se projeter dans quelque chose de positif et qui croit en l'avenir. Nous, on ne croit plus en l'avenir. Donc, quand vous avez même, je ne vais pas citer de nom, mais des candidats qui prétendent faire de la reconquête, comment je pourrais dire, ressusciter le pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rembobinent.
Ils vont chercher 1000 ans en arrière, et puis on finit à De Gaulle. Eux, ils regardent devant, quoi. Et parce qu'ils arrivent à se projeter ensemble, ce qu'on n'arrive plus à faire. C'est une différence fondamentale, je pense. Stéphane Ancel, est-ce que le nouveau chancelier ne va pas être otage aussi de sa coalition? Parce qu'on voit qu'au Bundestag, aujourd'hui, il y a une majorité donc verte et social-démocrate, plutôt jeune et à gauche, très clairement, qui a permis d'ailleurs d'être élu aujourd'hui chancelier. Ça a toujours marché, les coalitions en Allemagne, globalement. Mais ce n'est pas sûr que ça marche éternellement non plus. Est-ce qu'il ne peut pas se retrouver dans une situation de blocage? Parce qu'on voit bien quand même que dans tous nos régimes actuels, c'est compliqué. La rue s'en mêle, il y a des manifestations. Didier Maistre vient de le dire sur des manifestations contre le vaccin, etc. Tous les pouvoirs sont quand même un peu malmenés dans cette période trouble. Oui, avec quand même une particularité allemande, comme on l'a dit et répété, d'une culture quand même à la fois du dialogue, de la concertation, du consensus, pas tout le temps, mais si possible. Et encore une fois, je vois pas d'énormes dissensions dans cette coalition qui a plutôt intérêt, où tous les acteurs ont plutôt intérêt à ce que ça fonctionne. Surtout prenant la suite d'Angela Merkel, ce qui n'est pas du tout évident, parce que ça fait un appel d'air, ça peut créer un vide au contraire, et donc là il y a intérêt plutôt à se rassembler. Ce que je rebondis, c'est tellement vrai ce que vous avez dit, ce récit national tourné vers l'avenir, qui manque tellement en France, et il y a tellement peu de gens, voire personne, qui proposent ce récit national, parce que ça serait teinté, parce que ça serait de toute façon malvenu peut-être. Les seuls qui le proposent, c'est effectivement un retour au 19e siècle. Et donc, on a des politiques finalement extrêmement politiques, extrêmement court-termistes, basées sur l'économie. Peut-être que Macron aurait pu porter... Alors, il a eu Macron des discours sur le Rwanda, des discours sur un certain nombre de sujets vraiment de fond qui engagent la France, et le rapport Stora sur l'Algérie, etc. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites par Macron qui sont très intéressantes sur ce qu'est la France et sur ce que peut être la France. Mais c'est, j'allais dire, presque assumé en demi-teinte. Alors qu'en Allemagne, ça fait quand même largement consensus. Didier Maisto, on arrive un peu au terme de l'émission. On a essayé de voir le bilan d'Angela Merkel en résumé 16 ans en 30 minutes. C'est à peu près ce qu'on a essayé de faire. Et là, on essaye de voir un peu la projection. Mais à vous entendre tous les deux, Stéphane Ancel, Didier Maisto, j'ai le sentiment qu'il ne faut rien en attendre de particulier, si ce n'est, allez, on va oser l'image, une gestion de notaire de province. On va continuer à gérer les choses comme on l'a fait depuis 16 ans. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est ça ? Pourquoi pour nous, c'est un problème l'Europe, pour beaucoup de Français, à juste titre, me semble-t-il, parce qu'on n'est pas aux commandes. Quand vous êtes à l'Allemagne, que vous regardez votre niveau de vie, votre monnaie, les décisions de la Commission européenne, les décisions de la Banque centrale européenne, les décisions de politique étrangère. Vous êtes allemand, vous êtes content. Vous êtes de plus en plus riche, vous avez un PIB par habitant qui ne cesse d'augmenter. Votre commerce extérieur par rapport à la France et dans toute l'Europe est florissant. Vous vendez des voitures dans le monde entier. Vous êtes un partenaire privilégié de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis. Vous commencez à faire de la politique étrangère, parce qu'ils commencent avec des ministères forts qui sont donnés aux femmes, de la politique des affaires étrangères. Voilà, vous avez des bons rapports avec la Commission européenne et l'Allemagne, puisque, faut-il le rappeler, Ursula von der Leyen, c'était une petite protégée de Mme Merkel, qui n'était pas très honnête, qui s'est fait exfiltrer de son ministère parce qu'elle avait loué pas mal de contrats un peu spéciaux avec pas mal d'officines qui vendaient des armes, qui faisaient des trucs un peu bizarres. Et on l'avait accusé même d'avoir vendu l'Allemagne à des officines privées, et notamment l'Allemagne de la défense. Bon. Mais vous voyez, donc, même aujourd'hui, l'Europe, y compris dans sa manière de faire, mais dans ses représentants, et dans cette vision européenne, c'est une vision allemande. C'est la vision Mercedes, c'est la vision von der Leyen, et ils ont la puissance pour ça. Et donc nous, on n'a plus la puissance, on rêve de notre puissance, donc nous, on va dire, on court après le couple franco-allemand, on dit le rêve, c'est l'Europe, parce qu'on n'a plus de rêve. En France, l'Europe, c'est le dernier mensonge des politiques.
Pourquoi ça ne fait pas rêver l'Europe? Mais comment vous voulez faire rêver avec l'Europe en France quand les gens ont vu depuis la monnaie unique, leur pouvoir d'achat baisser, leur souveraineté rognée? Les Allemands, ils n'ont rien vu de changer. Ils sont fédéralistes, ce qui est quand même l'essence de l'Europe. Une Europe qui déréglemente, une Europe dans la doxa financière et monétaire, et une Europe puissante d'un point de vue économique. Donc pour eux, être allemand, c'est être européen aujourd'hui. Stéphane Ancel, il y a un truc amusant, et ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette émission. On dit souvent en France que 5 ans, un mandat de président de la République pour réformer, c'est insuffisant. On observe que quand même le mandat d'un chancelier en Allemagne, c'est 4 ans, donc 1 an de moins, un peu à la mode des États-Unis, et ils arrivent quand même à réformer un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que 4 x 4, 16, hein, parce qu'elle l'a fait 4 fois. Comme quoi la durée n'est peut-être pas vraiment le seul critère, c'est peut-être simplement le courage politique, non ? Oui, et on revient à ces contre-pouvoirs et on revient aux blocages qui sont maintenant quasi instantanés en France, puisque passer 2 mois en France après une élection présidentielle, il y a déjà les premières grèves et les premières revendications, les premières manifestations. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de fractures en France, accentuées énormément par la crise du Covid. Donc c'est peut-être pas, parce qu'on a connu de toute façon des mandats plus longs de 7 ans et on a connu du Mitterrand et du Chirac sans que c'est révolutionné la France. Donc non, c'est probablement pas une question de durée, de courage politique et de cohésion au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à suivre les premiers pas de ce nouveau chancelier qui sera à Paris ce vendredi pour rencontrer Emmanuel Macron. Et puis ensuite, il se rendra, donc, comme je le disais tout à l'heure, à Bruxelles. Alors, mesdames, messieurs, je vais laisser la parole maintenant et l'antenne à Caroline Laverdet pour Juris Rock, une petite pastille sur locataire propriétaire qui paye les travaux, et on reviendra sur quelque chose de très, très pragmatique. Les Français. Ben oui, la vie de tous les jours, c'est peut-être la plus importante en soi d'ailleurs, celle qui nous concerne tous. Je vous retrouverai dans un instant également après sur Oser Investir, le 99e numéro avec David Chouraki et Bernard Cadot sur, ça aussi ça vous concerne, la flambée des prix dans l'immobilier, parce que comment réussir à se loger aujourd'hui, acheter et même louer, c'est un vrai sujet. On vous retrouve tout à l'heure également, Didier Maisto avec Radio Maisto. Alors le thème du soir, c'est patrimoine des élus, un pognon de dingue. Vous allez nous parler d'Alain Griset, c'est ça ? Entre autres, et c'est dommage, j'avais commencé à reconnaître son nom, il vient de démissionner. Ben voilà, bon, écoutez, c'est le ruissellement inversé. Donc c'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il nous rapporte ? Quoi qu'il nous rapporte, c'est-à-dire vous partez du delta du Rhône, c'est pas le Rhône qui se jette dans la mer, c'est la mer qui remonte jusqu'à la source. Comme alors ça, c'est dans quelques instants sur PDA TV. Il ne vous reste plus qu'à vous remercier déjà de votre fidélité. Comme vous l'avez observé, le programme continue et la soirée continue sur PDA TV. Vous pouvez nous suivre bien évidemment tous les jours et en dehors de nos horaires habituels de diffusion sur YouTube, la chaîne que nous avons maintenant ouverte il y a quelques semaines, sur notre site pdatv.fr, mais également vous pouvez nous suivre et nous envoyer des messages afin qu'on reprenne vos questions tant sur Facebook que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn pour la version professionnelle. Mesdames, messieurs, passez une très belle soirée sur PDA. La soirée continue. Merci Stéphane Ancel. À une prochaine dans Des hauts et des bas. J'espère bien. Didier, à tout à l'heure. Et moi, je vous retrouve également dans un instant. Belle soirée à tous. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.